Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans le coin du bouquin. Donc aujourd'hui nous sommes chez Alain Ballas, ou Ballassé Ballas. Donc nous sommes chez Alain Ballas qui vient nous parler de son dernier livre qui s'appelle Géographie sacrée des bâtisseurs. Voilà. Alain, bah écoute, merci de nous recevoir chez toi. C'est un plaisir. Partagé. Est-ce que tu pourrais, pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots te présenter ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, et comment t'en es arrivé à ces choses-là? Oui, c'est pas innocent, bien sûr. Voilà, disons qu'à l'origine, je n'étais pas prédestiné pour ce genre de travail, puisque j'ai évolué toute ma carrière professionnelle dans l'industrie. Oui. Je travaillais dans l'ingénierie industrielle, donc dans le domaine du pétrole, de la sidérurgie, du nucléaire, donc des endroits qui ne sont pas forcément propices aux bonnes énergies, on va dire. Oui, celles qui nous intéressent. Voilà. Et malgré tout, ça m'a servi, puisque ça m'a donné des bases techniques, notamment de dessin, de géométrie, de choses appliquées, quoi, qui m'ont servi après dans ma recherche qu'on fait aujourd'hui. Donc, la géographie est très liée à la géométrie, donc c'était là le courant qui m'a accroché. Ouais. Ce côté rationaliste quelque part, bien carré. Je suis Capricorne ascendant Vierge. D'accord. Il faut vraiment quelque chose qui bien carré. Qui vienne de vous. D'accord. Donc voilà. Alors l'aventure a commencé, j'avais une quarantaine d'années environ. Et un soir, j'ai un ami qui rentrait de randonnée, enfin ils étaient deux pour tout dire. Il rentrait de randonnée et un des deux me tend une carte de la Provence. Oui. C'était la carte, la 245 Michelin, je me souviens du numéro, parce qu'après j'en ai acheté des quantités. Okay. À l'époque on n'avait pas l'internet, enfin on n'avait pas l'informatique. Aujourd'hui on a Google Earth, on peut travailler directement sur le PC. Mais à l'époque il fallait passer par les cartes, la règle, les compas aussi. Et donc, alors il me donne cette carte, cadeau empoisonné, puisque ça devait décider la suite de mon parcours. Et il me dit, voilà, toi qui connais bien en géométrie, on dit que les lieux qui ont été occupés par l'ordre du Temple sont en relation les uns par rapport aux autres. Et ça, il y avait Louis Charpentier qui en parlait dans les ouvrages bien sûr. Maintenant, mais qui ont le mérite de nous amener à ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc, il me dit, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose de cohérent par la géométrie, il figure des polygones, des choses comme ça, mais tu vas réussir. Voilà. Donc, alors à l'époque, j'habitais Istres. Et Istres, donc la région du Delta du Rhône. Et puis c'est effectivement assez riche en passé, notamment les commanderies templières, enfin, tout ce qui était dans leur possession. Et donc j'ai étalé la carte sur la table de la cuisine, une règle, un compas, un crayon. Et en 10 minutes, j'ai tracé une étoile à 7 branches sur le Delta du Rhône, enfin sur la région entre Tarascon et la mer, la Méditerranée. Où à chaque pointe il y avait un lieu templier. D'accord. Voilà. Donc j'ai dit, mais il y a quelque chose qui marche. Non Donc ça a démarré comme ça. Donc après, j'ai continué. Et puis de révélation en révélation, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand même. Il y avait vraiment un plan qui existait. Alors il y a quoi à ce niveau-là. Il y a quoi on rentre vraiment là dans le thème de cette géographie dite sacrée. Puisque par l'implantation, les anciens qui ont implanté tous leurs lieux sacrés, non pas à des points qui tombaient comme ça, mais à des points choisis, énergétiques. Donc on se rend compte qu'on a une construction au niveau de la Terre, au niveau de la géographie, donc de symboles. On peut dire ça peut être des symboles, ça peut être des polygones par exemple, des lignes droites, ça, tout simplement, mais des lieux qui sont mis en relation les uns avec les autres. Et on se rend compte que ces lieux mis en relation les uns avec les autres ne sont pas placés n'importe où, mais ils sont sur des réseaux telluriques, des grands réseaux telluriques. Donc on accroche sur la vivre, ces énergies de la Terre. Alors ce qui est intéressant, si on parle de lieux sacrés, donc de lieux qui cherchent à nous reconnecter, à reconnecter l'humain avec le divin, on utilise le tellurique, et puis le but c'est d'aller chercher le cosmique. Et donc ces aiguilles d'acupuncture, qui ont commencé par les menhirs, ensuite les chapelles, les cathédrales que l'on voit aujourd'hui, les grandes Notre-Dame d'Île-de-France, construites par l'ordre du Temple, financées par l'ordre du Temple et les compagnons. Ces grands bâtisseurs que l'on suggère à travers ces deux ouvrages qui sont là. D'accord. Et quand tu parles des grands réseaux sacrés, qu'est-ce que c'est? Alors ces réseaux sacrés, ce sont des réseaux telluriques au départ, basiques, qui émanent de la Terre. Comment est-ce qu'on
on sait qu'il y a des courants, des réseaux, et qu'on sait où ils sont? Alors ces réseaux, bon, on rentre dans la géobiologie là, on sait qu'il y a des forces électromagnétiques qui émanent de la Terre, des courants électriques qui circulent à la surface de notre planète. Bon, pour faire simple, les anciens savaient les reconnaître, d'une manière ou d'une autre. Nous aujourd'hui, bon, après une démarche de quelques années, on commence avec un pendule, avec des baguettes, et puis après on ressent ces énergies, on les ressent dans les mains. Les anciens savaient très bien faire ça, donc ils savaient déterminer un point vraiment tellurique où il y avait tous les réseaux, les énergies qui étaient nécessaires pour construire un temple, pour pouvoir se reconnecter avec le cosmique. Et c'est là où on a planté le poteau pour construire donc une église, c'est le point de départ. On plante un poteau sur un point où on va avoir des croisements de réseau Hartmann, de réseau Curie, des rivières souterraines, des failles, quelque chose de pourri au niveau énergétique pour l'homme, totalement géopathogène, où il ne faut surtout pas vivre au construire la maison, mais pour un temple, on va dire, n'importe quelle religion, quelle que soit la religion, ça fonctionne dans toutes les traditions, on va avoir cet endroit où on va planter un poteau. Ce poteau, le jour choisi, à l'heure choisie, par rapport au soleil, on va avoir une ombre portée au sol, donc comme il dit solaire, et c'est la mesure de cette ombre qui va déterminer toute la mesure de l'édifice. Par rapport à des nombres, à des, on va dire, des particularités qui ont été choisies ou par l'abbé, ou par l'évêque, par le commanditaire. Et là, c'est là où le maître bâtisseur va rentrer vraiment en action, va appliquer toute sa science pour déterminer les tracés de ce temple. Alors ce temple, bien sûr, bien construit, va rentrer en résonance entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et c'est là où on va pouvoir, et moi j'ai toujours tendance à dire, le prêtre est un alchimiste, puisqu'il va retourner dans les rituels, on va dire. Je prends l'exemple de l'église que l'on connaît, l'église catholique romaine, que l'on connaît, qui est la plus ancrée dans notre tradition. Lui va retourner, il va utiliser ses énergies et il va retourner un peu le phénomène, puisque l'autel qui est construit sur ce point géopathogène que l'on vient d'écrire, qui est pourri, eh bien on va avoir une face inférieure qui va être négative, mais la faculté de la pierre, c'est d'inverser ces polarités, et la dalle dessus va être positive. Donc on va pouvoir pratiquer le phénomène de transmutation. Donc c'est un alchimiste, ce prêtre, qui est là quelque part. Il va utiliser ça. D'accord. Mais alors, bon, moi je suis un profane, je connais rien de tout ça. Je prends une carte, je prends un crayon, je prends une règle, je prends même pas de compas parce que je sais même pas à quoi ça sert ce truc, et je vais m'amuser à relier entre eux tous les points que je vois, donc tous les villages, toutes les églises. Je vais dessiner une toile d'araignée sur mon plan. Et en regardant cette toile d'araignée, est-ce qu'on va pas, de toute façon, d'une manière obligatoire, alors que je n'ai pas cherché des lieux telluriques, j'ai relié toutes les églises entre elles, tous les villages, tout ça. Est-ce qu'on ne va pas voir se dessiner des formes? Oui, il va y avoir des formes et avec certaines de ces formes sont structurées. Bien sûr. Mais pourtant, là, c'est mais on pas n'est pas dans le même cadre, parce que justement, il y a ce terme de sacré qui va rentrer en compte, et pour que cela fonctionne, il faut qu'on soit vraiment en relation. Dans le cas que tu exposes, on va avoir bien sûr une géométrie qui va se dessiner, mais qui ne sera pas en relation, qui ne sera pas en équilibre avec les deux résonances. D'accord. Par contre, si on travaille, si on recherche, et on mène notre recherche dans ce domaine à partir de constructions qui sont sacrées par définition, qui vont générer par leur interconnexion ces fameux grands réseaux sacrés qu'on va retrouver sur la planète. Réseaux sacrés, ce sont des réseaux au départ qui deviennent sacrés par implantation de temples. D'accord. Là, on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça, parce que pour qu'on soit vraiment en résonance, il faut qu'on soit en accord avec le ciel. Et Hermès Trismégiste disait bien, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et inversement, pour faire le miracle de toute chose. Donc, il faut vraiment avoir, on va dire, cet aspect entre le reflet du ciel sur la terre, c'est ce que l'homme va rechercher. Mais on va aussi avoir ce genre de phénomène, parfois sur des lignes continues. On va avoir par exemple le Mont Saint-Michel, c'est encore Charpentier ou Richer, Jean Richer, je crois, qui avait exposé ça dans ses recherches de géographie sacrée, qu'en partant d'Irlande, on passe en Cornouailles, on passe en Normandie, puisque notre Mont Saint-Michel est en Normandie, excusez-moi les Bretons, mais voilà. Ça c'est une polémique. Et puis donc on continue et on va comme ça jusqu'au Mont Carmel, et on trace une ligne droite en passant par Delphes, Apollon, qui est très proche, c'est le même que Saint-Michel,
Donc on va avoir comme ça des lieux sacrés qui sont alignés sur une ligne. Là encore, hein, et puis on a des lignes Marie en Angleterre, on connaît très bien les lignes de lait. Hein, voilà. Donc ça, c'est un autre aspect. Et puis après, moi j'ai continué là-dedans parce que ça ne me suffisait pas, je voulais aller plus loin. Et entre parenthèses, il y a quelque temps, j'étais vraiment interpellé par l'alchimie et la cabale. Il y avait quelque chose qui me parlait. Au tout début, je disais, ce sont des sciences archaïques, anciennes, c'est poussiéreux, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui pour travailler. Et puis on se rend compte que quand on avance sur notre chemin, comme nos bâtisseurs, on se rend compte que c'est nécessaire de passer par je dirais des sciences, même si ça en choque certains, parce que comme l'astrologie, on dénie que ce soit des sciences, et pourtant, hein, ça parle. Et bien, quand on utilise donc ces sciences, on se rend compte que ça colle aussi. Bien sûr. Et alors après, il y a des choses, des intuitions, on va appeler ça comme ça, hein, pour choquer personne, mais il y a des choses qui viennent un beau jour, et puis on se dit, ça fonctionne. Alors, on prend la règle, le crayon, on trace, et puis on se rend compte qu'en passant par l'alchimie, par exemple l'épigramme 21 de Michel Meyer dans La Talente fugitive, où il nous fait voir un cercle, un carré, un triangle, où il fait tout son développement, l'homme, la femme, et puis il nous dit, si tu comprends ce phénomène géométrique, tu comprendras l'univers, c'est un peu ce que tu dis. Oui, bien sûr. Et puis, on pose cette figure sur la carte du nord de la France, et puis on se rend compte que, on va connecter comme ça tout un tas de grandes cathédrales. D'accord. Partant d'abbayes, simplement une abbaye qui se trouve à la frontière belge, qui s'appelle Orval, Aurea Vallis en latin. On a une autre abbaye qui porte le même nom à Amby, donc à côté on a Orval, Aurea Vallis, dans le Cotentin, là-bas, en Normandie. Et puis on revient au centre de la France. Au centre de la France, on a Orval juste à côté de Bruyères à Lichamp. Si on relie les trois, on a une pyramide de Khéops inversée. D'accord. On continue un petit peu, on descend par le Monial qui s'appelait Aurea Vallis. Voilà. On ferme, on a le triangle de la Talente fugitive de Meyer qui se dessine. Donc si on trace cette figure plus loin, si on va plus loin, on trace le carré, le cercle, on a vraiment notre construction alchimique, cette géométrie alchimique qui est en résonance donc avec les écrits anciens. Eh bien, on se rend compte que juste au milieu de la construction, on a la ville de Sens. Le carré dans le carré magique, le sens carré Sator, dans quel sens alpha, oméga. Et juste à côté, on se rend compte que jusqu'à la Révolution, il y avait une abbaye qui s'appelait Aurea Vallis. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, bien sûr. Et quand on rencontre ce genre quand on a ces résultats, on se dit là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est fabuleux. Alors il y a quelques années, ou l'année dernière, ou je ne sais plus exactement quand, tu en avais écrit un autre bouquin. Oui. Qui s'appelle La Tour Saint-Bernard. La Tour de Saint-Bernard, La Tour de Saint-Bernard. De Sarlat Lacaneda. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin qui parle toujours de géographie sacrée. Non, géométrie sacrée. Géométrie dans l'architecture sacrée, notamment dans tout ce qui était art roman. Alors déjà, pour bien situer la différence entre la géométrie sacrée et la géographie sacrée. Les deux vont ensemble. Pour mener des recherches en géographie sacrée, on se rend compte qu'il faut passer par une géométrie, comme je l'ai expliqué auparavant, par des pentagrammes, par des figures alchimiques. Mais on se rend compte que toutes ces constructions ont été faites par rapport à une géométrie vraiment particulière, que l'on connaît, donc émanation des nombres irrationnels comme le nombre d'or, etc. Et on se rend compte que des spirales de Fibonacci vont nous dessiner les voûtes de ces édifices, le galbe du cône de cette tour qui a été construite en hommage à Saint-Bernard, qui était passé à Sarlat, et qui a réalisé un miracle. Donc on a appelé ça le miracle des pins. Saint-Bernard a dit, il venait d'aller prêcher contre les cathares, donc il était en pleine hérésie. Il a béni des pains, il a dit celui qui en mangera sera guéri. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit celui qui croira au miracle reviendra dans le giron de la Sainte Église catholique et romaine. Bon, le miracle, la légende nous dit en remerciement, donc les habitants de Sarlat, dont Bernard avait guéri les maladies, ont érigé cet édifice. D'accord. Donc on va retrouver là-dedans toute cette géométrie qui va se développer. Cette tour, par exemple. Alors cette tour qu'on voit là, qui a quand même un aspect particulier, puisqu'elle est surmontée d'un cône, on peut dire. D'un cône, on appelle ça l'obus, l'obus, forme d'obus, ok, d'accord. tout à fait,
Donc cette tour est placée à un endroit stratégique d'une forme. Oui. D'accord. Cette tour est placée dans le cimetière monastique de l'abbaye de Sarlat, puisqu'elle a été transformée en cathédrale. Et on se rend compte que ces tours qu'on appelait lanternes des morts nous viennent d'Irlande. Oui. Et dans les cimetières monastiques irlandais, on avait ce genre de tours. Pas comme celle-ci, c'était un peu des grands cigares, comme des obélisques creux, circulaires, avec un chapeau pointu. Avec un petit chapeau, mais qui fonctionnait de la même manière, puisque en géobiologie, on appelle ça une magnifique cheminée cosmotellurique. Donc on mettait une bougie, enfin une lanterne, en haut, et la nuit, ça guidait l'âme des défunts. Ah oui, d'accord. Mais on en aperçoit plusieurs oui, il y en a pas mal en France, dans la région ici. Mais en fait, il faut considérer que ces moines qui étaient là, qui avaient passé leur vie à prier, avaient chargé vibratoirement leurs ossements. Lorsqu'ils décédaient, leurs ossements étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des reliques. Oui, bien sûr. Donc on amenait toute cette énergie, on drainait toute cette énergie à cet endroit pour envoyer. D'accord. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant sur cette tour, c'est qu'on se rend compte que on a des corniches à différents niveaux. Différents niveaux de corniches. Voilà. Alors, le touriste qui passe, ça c'est très intéressant d'écouter les gens qui passent, qui visitent, qui prennent des photos, et qui ne restent pas assez longtemps malheureusement. Bien sûr. Mais c'est curieux, ces corniches, il n'y en a pas une seule qui est à la même hauteur. Ouais, d'accord. Voilà. Alors si on prend le plan de cette lanterne, pour on calcule les corniches, on se rend compte que chaque corniche va nous positionner les racines carrées des nombres. On va avoir racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5. D'accord. Et racine de 5, on ferme, on clôt l'édifice. On clôt l'édifice, oui, bien sûr. Donc à chaque fois, on va avoir cette hiérarchie des nombres qui est posée, les nombres qui sont divins, l'émanation divine. Bien sûr. Voilà. Là aussi, dans les rapports des cercles, alors à chaque corniche, on va définir un cercle, un diamètre de construction. Et bien, si on superpose tous ces cercles qui sont générés par une vue de dessus, et bien dans chaque cercle, entre chaque cercle, on va pouvoir tracer des polygones. C'est-à-dire qu'on va tracer un triangle, un carré, un pentagramme, un hexagone, etc. Et on va aller comme ça jusqu'à l'heptagone qui lui est situé dans la petite corniche qui se trouve au niveau des marges. D'accord. Ce qui veut dire que Kepler, qui a travaillé sur les rapports des polygones et de la musique, nous dit que tout polygone inscrit entre deux cercles a un rapport qui correspond à une note de musique. D'accord. Donc c'est là où on met le pied dans cette fameuse musique, le chant de la pierre, puisque par les nombres qui sont inclus dans l'architecture, on va définir une musique, et en activant, on va dire, par un rituel quel qu'il soit, un procédé quel qu'il soit, simplement par une méditation, on va mettre ces pierres donc en résonance, on va les activer énergétiquement, et le message on peut considérer que le message passera beaucoup plus facilement. D'accord. J'ai une amie qui est maître de chœur, qui a composé donc la musique
le chant de la tour de Bernard. D'accord. Ouais. Et c'est assez bluffant parce que vraiment c'est quelque chose qui élève au niveau musical. Donc, ok. des choses vraiment intéressantes. Revenons à la géographie sacrée des bâtisseurs. Ici, la région, je ne crois pas me gourer en disant que c'est une région cathare, où tout le monde n'en est pas loin. Ils sont montés jusqu'ici, oui. Ils sont montés jusqu'ici, oui, puisque Saint-Bernard était venu combattre l'hérésie. Alors, quel rapprochement on pourrait faire entre la géographie sacrée et les cathares? Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a, dans l'histoire des cathares, il y a une relation avec cette géographie sacrée qu'on voit aujourd'hui. Montségur, le château de Montségur, d'ailleurs, qui fait la couverture de qui cette fait, tour. ouais. Montségur, si on le regarde de dessus, a une forme vraiment particulière. Oui. Il a le donjon, le développement des murailles. C'est vraiment, à l'époque, on dit qu'ils épousaient vraiment la configuration du terrain, vraiment au maximum. Les cathares avaient, donc on considère déjà ce plan. Les cathares avaient un chant initiatique, c'était le chant du bouvier. Ils chantaient les voyelles, U et OU, c'était un chant initiatique donc qui rentrait, c'était un peu le trobarse clu des troubadours. On fait passer le message à mots couverts, les oiseaux, etc. Donc eux utilisaient ce chant, et donc avec des voyelles que l'on chantait, donc le pouvoir énergétique du chant des voyelles, bien sûr. C'est révélateur. Donc ce chant du bouvier, mais le bouvier c'est aussi une constellation. Ah oui, exact. Alors, j'avais lu un ouvrage il y a plusieurs années qui s'appelait Montségur secret de Raymond de Reznikov, qui elle avait trouvé la relation, avait fait la relation entre le dessin de la constellation du Bouvier, et on peut superposer sur ce dessin le plan du château. Oui. Donc là, on était dans quelque chose, on va dire, de connu, puisque ça avait déjà été avancé par un autre auteur. Mais j'ai voulu ramener ça à la géographie sacrée. Et pourquoi? J'ai cherché les Montségur qui sont implantés en France. En France, il y a 6 Montségur dans le répertoire des communes françaises. Il y a, dans le sud-ouest, il y a 4 Montségur qui s'écrivent Santé, M-O-N, Ségur. Et il y a 2 Montségur qui s'écrivent M-O-N-T. Donc on a Montségur le château, donc, dans l'Ariège, et on a Montségur sur l'Ozon qui se trouve dans la Drôme, enfin dans le Vaucluse en haut. D'accord. Et bien si on relie ces 6 Montségur, on obtient exactement le même schéma, la constellation du Bouvier et le plan du château. D'accord. Alors on peut argumenter que ce château a été reconstruit après les cathares, que ce ne sont pas les cathares, mais étant donné, comme je le disais tout à l'heure, qu'on épousait les formes de la surface possible en haut d'un promontoire, le château, même s'il était un petit peu différent, rentrait tout à fait dans le cadre, dans la structure même du terrain dans ce plan. D'accord. Donc il y a vraiment... Alors, un petit point marrant aussi, vraiment, à chaque fois il y a une petite cerise sur le gâteau, comme tout à l'heure, on va avaler juste au centre, là ici, amusez-vous, lorsque vous montez au château de Montségur, et retournez-vous quand vous êtes pratiquement arrivé en haut, regardez le village de Montségur qui se trouve au pied, et regardez les limites extérieures du village de Montségur, là encore vous retrouvez le même schéma de la constellation du Bouvier. D'accord. Donc il y avait bien cette recherche entre le ciel et la terre. Alors après on pourrait rentrer dans les caractères astrologiques, les thèmes astrologiques, des cathares, surtout sur Montségur, où vraiment il y a des choses encore, je pense, à découvrir dans cette relation des cathares à ce niveau-là. C'est passionnant. Voilà. Voilà. Alors, on a plusieurs aspects dans cette géographie sacrée. On a vu, on a des aspects géométriques, et puis on a des aspects en lien avec les constellations. Ça, ce sont que des exemples, parce qu'il y a des multitudes. Charpentier, dont je parlais tout à l'heure, lui avait trouvé qu'on avait le reflet de la constellation de la Vierge sur le nord de la France par l'implantation des Grandes Notre-Dame. Voilà, donc ça, c'est connu. Oui, ça, c'est connu. Alors ça, ce sont des aspects. Mais il y a aussi d'autres aspects, des choses qui sont plus troublantes encore, je dirais. Lorsqu'on est à Montségur, il y a des petites choses que je livre dans mon ouvrage, où il y a un poème qui a été écrit qui s'appelle La Rose de Montségur. Et puis il y a des vers, il y a des absences de vers, des vers qui ont été supprimés dans ce poème. Mais il reste des phrases qui parlent, dans le sens où on vous dit vous êtes au milieu du château, de la cour, vous faites 2 mètres en direction de Foix, et vous regardez du côté où se trouve Vénus, où Isis se lève le voile, et ça vous donne une direction. Or, quand on est au centre de la cour du château de Montségur, que l'on regarde par la porte nord, on a la direction de Montségur sur l'Ozon.
Lever de D'accord. soleil, solstice d'été, 21 juin. Ok. Donc, voilà. Si on se déporte de 2 mètres en direction de Foix et qu'on regarde par cette même porte, Ouais. on va avoir le lever de soleil le 6 mai, qui dans le calendrier julien était la Saint-Jean apôtre. Donc on reste dans le thème des Saint-Jean. Tout à fait, oui. Voilà. Mais cette direction nous emmène sur un lieu bien connu dans les Alpes d'Haute-Provence, que l'on appelle la Théopolis. La Ouais. fameuse Théopolis, donc à côté de Sisteron. Mhm. On a une montagne, donc dans la tradition on nous dit qu'un grand Romain qui s'appelait Dardanus avait construit une cité du nom de Théopolis. Théopolis, ouais. Il l'avait appelé Théopolis parce que Dardanus était ami, enfin correspondait avec Saint-Augustin et Saint-Jérôme. Ouais. Donc on connaît la Théopolis, la ville de Dieu, la cité de Dieu de Saint-Augustin. Donc il y a cette relation. Aujourd'hui, cette ville a disparu. Mais il y a vraiment des choses... Disparu? Oui. Il y a même plus de ruines, rien. Non. Alors comment on sait qu'elle était là? Alors voilà, c'est tout le mystère. Tout le mystère. Il faut des mystères pour nous faire avancer, bien sûr. Donc, voilà, plus de 30 ans, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Roger Coréard, Ouais. Il voulait qu'on l'appelle l'archiviste autoproclamé de Théopolis, et tout le monde là-bas l'appelait Dardanus, bien sûr. Alors, ce monsieur nous a initié un peu à tous ces mystères qui régnaient là-haut. Et notamment, donc, on parlait d'Égyptiens, on parlait de Visigoths. Le trésor des Visigoths, l'anneau des Nibelungen, voilà. Alors c'est troublant parce que les Nibelungen sont venus jusque-là, enfin, les Burgondes, jusqu'à Sisteron, mais on retrouve le rocher de Hongrie, on retrouve Nible, un village qui s'appelle Nible, donc, Nibel, Nibelungen, on a comme ça les étymologies, bon, même si c'est pas flagrant, voilà, toutes les légendes ont quand même un fond de vérité qu'il faut considérer, on est bien d'accord. Et on va retrouver donc, non loin de là, un village qui s'appelle Le Caire. Le Caire. Le Caire. Le Caire. Voilà. Et on continue, on a la motte du Caire. Ouais. Et si on continue encore, on a le faucon du Caire. D'accord. Le du Caire se trouve à équidistance des deux extrémités. Bon. Si on trace une ligne droite qui relie ces 3 points, eh bien on se rend compte que, partant sur un axe horizontal, l'axe des équinoxes, on va dire 90 degrés la latitude, eh bien on se rend compte que l'angle est de 51,5 degrés. C'est l'angle à la base de la pyramide de Khéops. Oui, tout à fait. Si on ferme cette pyramide, donc c'est acquis dans le schéma, dans la géométrie. Bien sûr. On ferme cette ligne, on descend vers l'est. Et là, on a un endroit, juste à l'endroit, si on traçait vraiment les salles de cette pyramide, on a un endroit qui s'appelle le seuil. Oui. Donc vraiment sur la porte d'entrée. D'accord. Donc c'est un clin d'œil. Et il y a une légende qui nous dit qu'il y a des hypogées égyptiennes dans la montagne derrière Théopolis. Voilà. Donc on a retrouvé des statuettes, je ne les ai pas vues, mais la légende me dit qu'il y a eu des statuettes de retrouvées égyptiennes dans cette région. D'accord. Donc certains auteurs nous disent, alors c'est Bernard Falque de Bézor, qui est un auteur très prolifique, qui a écrit énormément sur les Templiers en Provence, qui est un descendant, donc dans sa famille a eu des ancêtres de cet ordre, qui lui nous disait que des tribus, enfin des gens, des Égyptiens seraient venus jusque-là en passant par l'Espagne, ils auraient contourné, donc ils seraient venus s'implanter dans cette région. C'est curieux, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour aller fouiller dans ce coin-là, mais il y a quand même des choses troublantes. Alors, petit clin d'œil, là encore, si on est au niveau du seuil, on descend légèrement, et on a un endroit qui s'appelle le Bédouin. Ah oui. La tour du Bédouin. Alors le Bédouin, l'Égypte, le dromadaire, on prend le dromadaire, et puis on suit le chemin vers un autre Bédouin qui se trouve au pied du Ventoux. D'accord. Et arrivé là, eh bien, on va découvrir, là encore, une magnifique géographie sacrée sur des lieux qui s'appellent Villedieu. Villedieu qui est le centre d'une figure, Villedieu, Théopolis, c'est bien la cité de Dieu. Voilà. On a un autre Villedieu qui se trouve à côté de Manosque. On relie tout ça, on a un triangle pentagonal. D'accord. En plein milieu d'un des côtés de ce triangle, on a une ligne qui passe, qui part de l'Istre et qui va monter au col de l'Iseran, Val d'Isère. On va couper exactement cette ligne au centre, à un endroit qui s'appelle Saint-Christol. Saint-Christol d'Albion, où on avait les missiles stratégiques français. Eh bien, on va couper cette ligne à 90 degrés, là. On est vraiment bien. Donc cette relation avec les Villedieu, Théopolis, c'est assez troublant. Et puis, ce Villedieu central, extrême, à côté de Bédouin, là-bas dans la Drôme, si on développe, au niveau de la géographie, une fleur de vie,
où on va tracer l'arbre séphirotique donc, de la Kabbale, Ouais. on se rend compte que dans chaque séphirote, on va avoir un endroit qui a été occupé par les Templiers. Ah, c'est fou ça. On a la préceptorie de Richerange, Mhm. on dit Dieu, on Ouais. a le plan de Dieu, on a Dieu le fit, etc. etc. Donc D'accord. voilà, là on rentre vraiment dans une organisation. Alors on peut se demander pourquoi, comment. Mais est-ce le hasard? Le hasard, moi, Ce- personnellement, pour- je ne crois pas du tout au hasard. Cela pourrait-il être le hasard? Non, non, enfin, personnellement, je ne crois pas à ce hasard. Il y a une volonté, donc... alors, voilà, la grande question, c'est comment, tu en parlais tout au début, comment on a identifié ces endroits. Donc, Oui. les anciens, ils ne se posaient pas la question, finalement. Ils allaient vraiment, je pense, suivant leur ressenti. Ils avaient ces facultés que nous, on a perdues aujourd'hui. Oui. Hein, on Bien est sûr. pollué de partout, Bien par sûr, ces pollutions bien sûr. électromagnétiques Bien sûr. qui viennent nous handicaper au niveau des recherches scientifiques. Hein, sur le terrain, si on fait un peu de radiesthésie, de géobiologie, on s'en rend compte. Mhm. Et puis, bon, c'est un peu le but maintenant, aujourd'hui. Lorsqu'on parle de géobiologie, de suite, on en vient aux pollutions électromagnétiques, les compteurs Forcément. Linky, etc. On entend parler de ça. C'est vrai qu'il y a énormément de pollution qui nous gêne dans Bien cette sûr. recherche. Et les anciens, eux, avaient tout le loisir. Et lorsqu'ils implantaient un village, lorsqu'ils s'implantaient quelque part, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Il y avait l'eau, il y avait l'agriculture, enfin la cueillette, il y avait la chasse, mais il y avait aussi les énergies qui étaient essentielles. Et bah oui, Et forcément. c'était sur le point majeur, on mettait le temple, que ce soit un menhir, ou que ce soit une chapelle. Après, puisque les chapelles ont recouvert les menhirs, et puis après les églises ont recouvert les chapelles Oui. et les cathédrales après. Oui, oui. Hein, c'est pour ça, bon, Oui, bah, oui. Chartres, on sait très bien, on connaît l'histoire de Chartres, avec les pierres qui se trouvaient. Bon, Saint-Michel aussi. Oui. Voilà. Donc on est en plein dedans. Donc ces anciens savaient organiser, ils savaient s'organiser. Bien sûr. Bien sûr. Et donc la géographie sacrée, c'est l'émanation, c'est l'héritage de ces anciens dans leur construction. Mais si on sait tout ça, si on savait tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé plus tôt pour nous permettre d'être plus en avance qu'on l'est maintenant? Parce que c'est, en fin de compte, les recherches que tu fais maintenant, il y avait tous les éléments pour les faire il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Ouais. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Il y a la perte de connaissance, la connaissance a été perdue. Ouais. Mais Ouais, pourquoi? à un moment Enfin, donné. comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Oui, alors, effectivement, on peut se poser la question. Il y a eu des grands bouleversements et l'humain, en fait, rejette toujours. Tout à l'heure, je disais la Kabbale, la chimie, à un moment donné de ma vie, j'ai dit c'est poussiéreux, c'est dépassé. Voilà. Je pense que c'est ce phénomène qui fait qu'on a oublié des grandes traditions, on a négligé un peu la connaissance des anciens, on s'est fait dépasser par le modernisme, entre guillemets, et on a oublié des choses essentielles. Et les anciens, je pense qu'ils travaillaient beaucoup avec leur ressenti, ils utilisaient vraiment leur ressenti, ils savaient vraiment s'implanter là où il fallait. Donc, il y a eu des grandes choses qui ont favorisé justement cette perte de connaissances. Prenons, on parlait des grandes cathédrales d'Île-de-France, initiées donc par l'ordre du Temple, qui a financé donc toutes ces constructions. Le jour où Philippe le Bel fait arrêter en 1307 les Templiers et l'ordre du Temple, bon, ils ont arrêté quelques Templiers, mais ils n'ont pas arrêté tous les Templiers. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis un peu partout. Mais ils ont ramassé pas mal, mais bon, pas tout. Oui, oui. Et donc, ces Templiers, là, beaucoup sont partis en Angleterre. Et les compagnons qui avaient cette connaissance, qui construisaient les cathédrales, qui construisaient tous ces édifices en France, sont partis en Angleterre avec les Templiers. Et c'est à partir de là on a commencé à construire toutes ces grandes cathédrales en Angleterre. Ouais. Et en France, terminé plus aucune. Il a fallu attendre le XXe siècle avec la cathédrale d'Évry pour avoir une cathédrale construite. Oui, enfin. Ouais. No comment. Je vois que tu connais bien. Et voilà, donc voilà, bon, l'expliquer à fond, c'est un élément, je pense, une hypothèse de la perte de cette connaissance. Hein, voilà. Mais après, il y a d'autres facteurs, certainement les bouleversements aussi, les grandes invasions, perturber toutes ces choses, enfin, tous les événements. Et puis l'histoire aussi, qui nous occulte aussi beaucoup de choses. Au XIXe siècle, il y a eu une grande perte de connaissances par cette période romantique où on a vraiment arrangé l'histoire pour vraiment faire dans la table ronde, l'histoire
C'est plus vieux que ça, la table ronde. Hein. Oui, mais enfin, a été arrangé, si on parle de Brocéliande par exemple. Oui. Aujourd'hui, on a des gens sérieux qui avancent l'hypothèse que Brocéliande n'est pas tout à fait du côté de Paimpont, mais serait plus vers le Verdol de Bretagne. Oui, hein. oui. Donc c'est l'histoire de Michelet, quelque part, qui a déformé énormément de choses dans l'histoire. Oui, maintenant, là on est un peu hors sujet, mais moi... mais ça en fait partie. Parce que je suis un inconditionnel de la légende arthurienne, bien sûr. Donc je m'y intéresse de très très près. Et la réflexion que je me fais, et que je me suis fait en discutant avec d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus, c'est est-ce que la vraie situation géographique de la forêt de Brocéliande est importante? Non, ce qui est important, c'est la légende qui est autour. Oui. Maintenant, cette forêt, tu la déplaces dans le sud de la France, en gardant la même légende. Les lieux dits sacrés vont suivre avec. Ouais, mais ça colle plus, si tu veux, au niveau de la géographie sacrée. Non, je sais bien. Parce que, bon, tu as des gens qui ont travaillé, par exemple, sur la géographie sacrée de la région du Mont-Saint-Michel. Et tu te rends compte que tu as des aliments comme ça de mégalithes, le Champ-Dolan, la fontaine de Carfantan, qui, selon certains, serait la fontaine de Barenton, quoi. Oui. Bon, on peut se poser des doutes, mais lorsqu'on veut rentrer dans la géographie sacrée et que l'on veut rentrer dans une architecture géométrique, une implantation géométrique, et bien effectivement, on va trouver, par exemple, à cet endroit, à côté de Mont-Saint-Michel, une géographie sacrée qui résonne. Par contre, je n'ai pas fait l'étude, mais peut-être qu'il y a une géographie sacrée au niveau de Brocéliande, où on le situe aujourd'hui. Peut-être il n'y a pas cette... Alors, ça sera intéressant de le faire. C'est une proposition d'étude, de recherche. Ça sera intéressant de le faire, en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de monuments, avec des grosses guillemets, de monuments de la forêt de Paimpont qui sont, on ne peut plus fantaisistes. Bon, la fontaine de Barenton, c'est la fontaine de Barenton, elle est là, elle n'a pas été construite pour, elle était là. Par contre, tu as des trucs comme le tombeau de Merlin. Bon, c'est un... si j'étais méchant, je dirais c'est un piège à touristes, mais bon, ça nourrit la légende, c'est sympa. C'est vrai que c'est la légende qui est importante. Oui. Après, peu importe. Mais si on faisait la géométrie sacrée, il faudrait prendre que des points qui sont historiques, pas prendre ça en compte, parce que ça rimerait plus à rien, quoi. Oui. Là, après, on va avoir un phénomène, une incertitude dans la démarche. Et donc c'est pas valable. Alors, il y a quelques points dont on est sûr, comme la fontaine de Barenton, ça on ne peut pas la remettre en cause, c'est un point énergétique, et il y a d'autres endroits dans la forêt de Brocéliande qui sont des vrais points énergétiques. Mais on ne peut pas prendre toute la légende comme vraie et faire des tracés, parce que ça rimerait, à mon avis, je suis pas un spécialiste, c'est toi là, le spécialiste, c'est pas moi. Je suis sûr que si on traçait des traits, on s'apercevrait que ça veut pas dire grand chose. Voilà. Donc, maintenant, en cherchant là, en faisant une vraie étude, je suis sûr qu'on peut trouver des choses intéressantes. Certainement. Mais en faisant abstraction de certains points qui n'ont rien à entrer là-dedans. Plus ou moins tout à fait. Là, je suis en train actuellement, c'est pour illustrer nos propos, habitant la vallée de la Vézère, la vallée de l'Homme, il y a des grottes ornées. Donc j'ai cherché une relation entre les grottes au niveau d'une hypothétique géographie sacrée. Et j'ai commencé avec toutes les grottes, entre Montignac et les Aisies. Et puis j'ai cherché, j'ai pas trouvé de choses vraiment cohérentes. Et j'ai dit, je vais utiliser que les grottes ornées. C'est-à-dire on a des gravures, des peintures. Ah oui, d'accord. Par Lascaux, etc. Okay. Et là, je me rends compte que j'ai une image de la constellation du Taureau qui se dessine. Alors, il y a une dame qui avait travaillé sur les peintures de Lascaux, Chantal, je ne sais plus le nom, qui elle a découvert que dans la salle des taureaux, les peintures représentent les constellations, donc à moins de 17 000 ans, donc à l'époque de Lascaux, où les peintures ont été exécutées. On a trouvé cette relation. Donc on reste avec les taureaux, et effectivement, il faut affiner, je suis en train de regarder cela, mais on aurait vraiment une image d'un schéma qui se trouve dans la grotte de Lascaux, qui réunit les grottes ornées de la région. Donc là encore,
c'était les chamans, hein, je pense, hein, qui ont fait tous ces dessins. Voilà, donc le chamanisme, les forces de la Terre, hein, les énergies qui viennent de la Terre, et donc toujours en relation bien avec le cosmique. Bien sûr. Donc déjà, on peut dire qu'à cette époque, il y avait déjà, l'homme cherchait déjà la relation avec le divin qu'il plaçait en haut, mais bien sûr. Et lui, son temple, c'était la clairière, c'était la grotte. Bien sûr. Donc lui aussi savait trouver les endroits propices pour travailler. Oui, bah, tout à fait. Bah, les chamans travaillent avec le ressenti qu'ils ont de la terre, donc forcément. Donc ça, c'est le sujet de ton prochain bouquin. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Un livre là-dessus. Non, mais c'est des petits clins d'œil, tu vois, qui viennent conforter un peu des axes de recherche. D'accord. Oui, dans le prochain bouquin, il sera plus sur l'histoire de la recherche personnelle depuis les origines, quoi, ce qui a amené un feu. C'est fantastique comment on va dire, une recherche personnelle se développe. Je le disais tout à l'heure, tout a démarré avec une carte, Michelin 245, hein, voilà. Et puis on se rend compte que bien on aborde plein de thèmes et puis on évolue comme ça. Et puis après on pousse la recherche. Alors au départ on fait des constats. Puis après on projette et puis on essaie de deviner les choses, comment elles vont se passer. Et puis on trouve des choses intéressantes dans la vie que l'on vit tous les jours comme cela. Par exemple, on prend des éclipses de soleil, éclipse totale de soleil, on a commencé en 99. Et bien on se rend compte que les éclipses de soleil, peu de temps après, on va avoir des catastrophes naturelles, des séismes, des choses comme ça, qui sont plus ou moins en relation. Alors là, c'est un axe de recherche très intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment cette relation qui se fait. Il y a des scientifiques qui ont émis des hypothèses et qui disent qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Et si on fait leur lever des éclipses et des catastrophes naturelles comme on vient de vivre là récemment, les cyclones et puis les séismes au Mexique, on se rend compte qu'il y a effectivement... voilà. Alors, on a des États-Unis qui ont été touchés par cette éclipse, on est passé sur Yellowstone. Alors, bien sûr, après, il y a des choses de catastrophisme qui rentrent en compte. Voilà, l'éclipse sur Yellowstone, voilà, tout va péter. Bon, la fin du monde est arrivée. On a eu la chance, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'anticiper des phénomènes possibles. Voilà. Et ça aussi, quelque part, ça rentre dans cette recherche de géographie sacrée, parce qu'on va aller toucher des points sensibles, des lieux sensibles, et trouver des concordances, des relations, et qui deviennent naturelles. Et on se rend compte comme ça qu'on a des grilles qui sont en lien avec cette géographie sacrée. Bien sûr. Et des grilles énergétiques qui vont recouvrir toute la planète. Et qui vont générer des trames énergétiques qu'on peut, je pense, considérer comme des trames plus ou moins de protection au niveau de choses qui pourraient venir d'ailleurs, quoi. Enfin, de phénomènes, on va dire, naturels. Hein, non, bien sûr. Et puis aussi l'humain qui a besoin de se protéger, parce que quand même, si on peut faire quelque chose pour améliorer le quotidien, on ne va pas hésiter. Non, bien sûr. Ok, écoute, je pense que là on a fait un petit peu le tour de ton bouquin ou de tes deux bouquins. Hein. Je rappelle les deux titres, après tout, ça coûte rien. Hein. Voilà. Donc, Géographie sacrée des bâtisseurs. Hein, donc celui-là c'est cette année. Oui. Voilà. L'adresse des éditions Cosmogone, où vous pouvez le trouver en dessous de la vidéo. Et l'année d'avant, c'est celui-là. Donc la tour Saint-Bernard. Hein, toujours les éditions Cosmogone. Voilà. Vous pouvez retrouver Alain sur son blog, l'adresse pareil, en dessous de la vidéo. Et tu veux conclure sur quelque chose? Oui, on peut ajouter, on parlait justement des anciens qui on se demande comment ils ont réalisé tout cela, comment ils ont mis le pied dedans. Je pense que c'était des gens qui ne se posaient pas les questions que l'on se pose aujourd'hui. Et qui savaient justement... Alors aujourd'hui, la grande mode, c'est le monde quantique, la physique quantique. Hein. Mais si on rentre dans l'infiniment petit, on se rend compte que l'esprit crée. L'esprit étant créateur, va se connecter sur des choses qui se trouvent à tous les points de l'univers. Hein, et la connaissance, notamment, s'y trouve. Il suffit d'aller se brancher dessus pour l'avoir. Donc je pense que les anciens, même inconsciemment, savaient se brancher sur certaines sources. Bien sûr. On appelait ça intuition, révélation, les devins, etc., les chamans, savaient très bien faire ça. Et c'est ce qui les guidait, je pense, dans tout ce que l'on redécouvre aujourd'hui. Et demain, si l'homme, je crois,
laisse tomber un peu tout ce qui est technologie actuelle, qui est cette science sans conscience, hein, Mhm. qui est le couple vraiment de Gaïa. Oui, tout Voilà. à fait. Et bien si l'homme d'aujourd'hui arrive à retrouver cette faculté de connexion à l'information qu'on appelle quantique aujourd'hui, Oui. bon, c'est le mot à la mode. Mais je crois que là, Le l'homme mondial. retrouvera vraiment, oui, je crois que l'homme arrivera à retrouver sa vraie dimension, Mhm, la tout à fait. dimension qu'il aurait dû garder depuis l'origine et qu'il a perdue aujourd'hui. Donc c'est de l'espoir. C'est de l'espoir. On va- Parfait. On va réussir. On va réussir. Voilà. Ok. Chers amis, notre émission Le Coin du Bouquin est terminée. Vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Merci Alain de nous avoir Merci, reçus Alain. et Merci. d'avoir passé ce moment agréable en ta compagnie. Et je vous dis, chers amis, à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà, mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.